Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer la création littéraire. Comment on devient créatif? Comment on développe ses talents artistiques et littéraires? Comment on s'améliore? Comment est-ce qu'on peut cheminer avec d'autres? Comment est-ce qu'on se fait connaître? Pour aborder tous ces sujets, j'ai eu envie de discuter avec Antoine Timzac. Il est auteur. Il a bien voulu partager avec nous son expérience. Nous avons déjà eu l'occasion de dialoguer avec 3 artistes plasticiens. Angélique Ivanov, Julie Bachet, Marc Dano, autour de la création et de la créativité, en duo ou en collectif. Vous allez voir, cette conversation est très différente. Avec Antoine Timzac, vous allez rencontrer un auteur que vous aurez peut-être envie de lire. J'ai lu quelques-uns de ses textes, ils m'ont beaucoup plu. Vous allez comprendre par l'expérience comment peut fonctionner la créativité et la création littéraire. Et ça vous donnera peut-être des idées. Vous saurez aussi quelles expérimentations il a menées pour se faire connaître. Et cela vous sera peut-être utile, quel que soit le motif pour lequel vous aimeriez vous lancer sur les réseaux sociaux ou vous développer. Chère auditrice, cher auditeur, cet épisode et ce podcast Entre là sont pour toi. Bonne écoute, Entre là! Salut Antoine, merci d'être avec nous aujourd'hui sur le podcast Entre là. Salut Gaël. Aujourd'hui, on va parler de création, de créativité. On va voir d'où vient cet élan de créateur. Qu'est-ce qui fait qu'on a on est tellement nombreux à avoir envie de créer, de jouer de la musique même si on n'est pas brillant, d'écrire des textes même si on ne va pas être Proust ou Rimbaud. Et peut-être de le devenir aussi, d'où vient cet élan, où est-ce qu'il nous emmène, et quand on l'a en soi et qu'on veut en faire une activité, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on ose, comment est-ce qu'on partage avec les autres, comment est-ce qu'on déploie cette créativité, comment est-ce qu'on déploie toute notre esprit de création et comment est-ce qu'on se fait connaître. Donc on va explorer tout ça, pas de manière exhaustive, on va se questionner ensemble parce que c'est des choses qu'on vit tous les deux. Et donc c'est une première exploration qui donnera peut-être lieu à d'autres et voilà, et qui ne veut pas en tout cas une réponse définitive, mais plutôt des questions et des champs à explorer ensemble. Okay. Est-ce que, pour commencer, tu veux te présenter pour qu'on fasse tous connaissance? Oui, avec plaisir. Eh bien moi c'est Antoine Timzac, j'ai 30 ans. J'ai découvert l'écriture bien avant la littérature. À vrai dire, je savais même pas que écrivain c'était un métier, que c'était vraiment déjà ça que je voulais faire. Mais il se trouve qu'il n'y a pas vraiment de chemin direct pour devenir écrivain. Donc j'emprunte une route un petit peu tortueuse, un petit peu aléatoire, un petit peu faite de sueur et de sang, on va dire. Mais je m'approche de cet objectif petit à petit. Aux dernières nouvelles, j'ai travaillé pendant un petit peu plus de 6 ans en tant que designer. Et alors tout se passait bien, j'avais un très bon travail, j'avais un bon salaire, j'avais un bon appartement, j'avais de bons meubles, j'avais tout ce qu'il faut, j'avais coché les cases. Mais malgré tout, il y avait quelque chose en moi qui travaillait en fond. Il y avait quelque chose qui s'égrenait et qui me plaisait pas. J'étais malheureux. Et en fait, en 2022, à de nombreuses reprises, je suis passé à côté du burn-out au travail parce que je suis dans un milieu socio-pro dans lequel on travaille beaucoup pour très peu de reconnaissance. Et donc, à de nombreuses reprises, je suis passé à côté d'un burn-out et pour avoir vu autour de moi, dans mon environnement très proche, des gens qui eux-mêmes faisaient des burn-out, faisaient même parfois des bore-out ou bien partaient en dépression à cause du travail, je me suis dit non, je vais m'extirper de tout ça, je vais tout faire pour tenter ma chance ailleurs. Et
parce que j'ai pas envie de prendre tous ces risques pour quelque chose que je n'aime pas finalement. Donc en 2022, j'ai pris la décision de retourner un petit peu à mon état primaire, on va dire, d'être humain créateur, parce que je me rendais compte que pendant toutes ces années de travail, ce qui me fascinait le plus, ce qui me faisait le plus de bien, c'était vraiment d'écrire, c'était aussi de lire, mais surtout d'écrire. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter ma chance pendant le plus longtemps possible, écrire toute la journée, ne faire que ça. Et donc ça m'a pris 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai énormément travaillé pour mettre des sous de côté, mettre en place des choses, un plan de vol aussi, avoir un objectif clair. Et ça m'a pris 2 ans, donc de 2022 à 2024. Et début 2024, j'ai pu enfin libérer le temps nécessaire pour me consacrer à ma passion qui est l'écriture. Mais l'aventure s'arrête pas là, puisque mon objectif étant assez clair, c'est de vivre de l'écriture un jour. J'ai un plan de vol, disons que j'essaye d'améliorer petit à petit, jour après jour. Et je me suis rendu compte que assez rapidement, des économies sous le cagnard parisien, on va dire, ça fond très vite. Et donc je me suis retrouvé dans l'obligation de me remettre à travailler. Et je me suis dit bon, alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne dans le salariat? Est-ce que je deviens freelance à nouveau? Et finalement, je me suis dit que non. Donc j'ai créé une agence de design en parallèle. Et aujourd'hui, mes journées sont divisées, disons, en deux. Une partie écriture pure et dure, création de contenu écriture, et une partie où je travaille pour mon agence de design. Donc, et voilà comment j'ai réussi à équilibrer tout ça. C'est intéressant que tu partages tout ça parce que on a parfois l'idée, oui, que la créativité c'est important, mais on ne sait pas trop d'où ça vient, on y reviendra. Et puis que on a du talent, c'est quelque chose qui est comme ça inné et il n'y a rien à faire. Alors qu'en fait, pas du tout. D'ailleurs, on sait très bien que si on veut bien jouer d'un instrument de musique, c'est des heures et des heures et des heures au carré. Et pour l'écriture, c'est pareil en fait. On a beau savoir, on a beau avoir appris à lire et à écrire à l'école, ça rend pas écrivain. Et c'est aussi un boulot énorme de tous les jours d'arriver à trouver son style, d'arriver à écrire des histoires, d'arriver à faire des textes qui ont du sens, de la portée, etc. C'est un boulot aussi énorme qui s'apprend, qui se développe, où on va chercher des choses en soi et qui demande effectivement d'y passer du temps, quoi. C'est pas juste Absolument. le génie. Voilà. Parce qu'il y a un délire comme ça sur la création et la créativité, parce qu'au fond, les gens qui créent partagent assez peu, ou peut-être que ceux qui les regardent s'intéressent assez peu à ce qu'ils ont fait et au boulot qu'il y a eu avant d'en arriver là, quoi. Ouais, il y a aussi peut-être cette culture de montrer que la partie émergée de l'iceberg pour essayer d'impressionner un maximum et de créer aussi une légende. Tous les grands écrivains, on parle des chefs-d'œuvre qu'ils ont écrits, mais on parle pas du temps qu'ils ont fait pour travailler. Il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé un reportage sur Céline qui expliquait que pour qu'il réalise un manuscrit de 500, de 400, 500 pages, il en écrivait 3000. C'est dire. Je pense pas que ce soit le seul dans ce cas-là. Et surtout la littérature, en écriture, je parlais d'écriture plutôt, dans l'écriture, il y a cette chose un petit peu frustrante qui est que c'est difficile à première vue en voyant un texte de savoir si c'est bon ou pas. Quand tu prends un instrument de musique, si tu souffles dans une trompette, dans un harmonica, très rapidement, tu te rends compte mais immédiatement si ce que tu fais et ça va sonner juste ou pas. En fait, t'as un retour immédiat qui est dû au fait de l'instrument en lui-même. Sur de la peinture, c'est pareil. Parce que sur de la peinture, c'est visuel. Devant toi, il y a une toile. Devant toi, il y a le travail de la personne. Mais un livre, c'est un bloc avec de l'encre dessus, des lignes, des phrases. Et c'est dur de se dire, OK, qu'est-ce que c'est en fait? Est-ce que ce travail est grandiose? Est-ce que c'est autre chose? Et je pense pas que ce soit pour rien qu'il y ait autant d'écrivains qui s'interrogent sur ce que c'est que la littérature, parce que c'est quelque chose d'assez impalpable finalement, mais tout aussi concret. La création, c'est quelque chose de laborieux. En plus, quand on écrit, ça prend du temps, ça paraît simple, mais en fait, c'est compliqué. Et puis, effectivement, au départ, on a l'impression qu'on a fait un truc pas si mal. En fait, ce que tu dis, si je t'entends bien, c'est après, on se dit, bah non, en fait, ça colle pas. Puis, à force de l'entendre, on se dit, non, ça sonne pas juste. Et puis, là, il y a un truc à reprendre. Et puis, finalement, on recasse et puis on reconstruit. Et puis, c'est un boulot énorme en général. Enfin, il y a des gens qui gagnent très, très bien leur vie avec la littérature, mais c'est quand même assez rare. Qu'est-ce qui fait qu'on a cet élan? Est-ce que tu as une idée d'où vient cet élan de créativité en nous et qu'est-ce qui fait que finalement
certains, est-ce qu'on pourrait se dire que si on a ça dans les tripes, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent puis qui disent moi j'aimerais bien faire ça, ou j'adore écrire, ou tu vois. Moi quand j'étais petite, je disais ça que moi j'écrirais des livres ou plus tard. Puis après je me suis dit régulièrement bah non en fait t'as pas un talent particulier, arrête de te raconter des histoires. Enfin toi qu'est-ce qui fait que quelque chose serait suffisamment fort pour se dire ben oui en fait il y a quelque chose à tenter. Est-ce que ça a un rapport avec la force? Peut-être pas du tout. Enfin ouais, d'où ça vient cet élan-là? C'est une bonne question. Peut-être que c'est assez propre à chacun. D'où ça vient? On pourrait dire que géographiquement dans le corps humain, je pense que ça vient d'endroits très différents. Certaines personnes, ça va venir des tripes, peut-être que d'autres, ça va venir du cœur, tu vois. Certaines personnes aussi ça va venir du cerveau, peut-être parfois tout à la fois. Mais il se trouve que, pour ma part, je pense que déjà, ça vient des tripes. Euh, je pense que quand tu as des choses à exprimer, un trop-plein émotif, émotionnel, qu'il s'est passé des événements dans ta vie que tu as envie de raconter, et parfois l'oralité n'est pas suffisante. Parce que dans l'oralité, enfin, quand tu t'exprimes, tu es face parfois à quelqu'un, tu as son regard immédiat sur toi, c'est peut-être un peu compliqué. L'écriture, dans mon cas, permet d'exprimer ces choses en moi que j'oserais peut-être pas faire face à quelqu'un ou avec quelqu'un que je connais ou même face à moi-même, en fait. Donc, il y a de ça. Aussi, pour vraiment reprendre ta question sur l'élan créatif, d'où ça vient, moi, je suis intimement convaincu qu'on l'a tous en nous. Il n'y a pas des personnes plus créatives que d'autres. Il y a juste des gens qui vont le travailler plus que d'autres, qui vont l'apprivoiser aussi plus que d'autres. Enfin, de ce que j'ai vu de l'espèce humaine et d'Homo sapiens sapiens, depuis qu'on peut le faire, on écrit, on crée, on fait de l'art, on communique, on se raconte des histoires. Peut-être que autour du feu, il y avait des individus qui étaient plus aptes à le faire que d'autres, mais certainement que tous le faisaient. Et aujourd'hui, tu parles à n'importe qui, quand tu t'intéresses à n'importe qui, tout le monde a des histoires à raconter, tout le monde raconte et change et travestit un petit peu la vérité, la raconte à sa façon, donc invente. Tu sais, quand tu parles d'un souvenir, c'est jamais exactement comment ça s'est passé, c'est selon ta façon d'avoir vu ce souvenir. Donc déjà, tu es déjà en train de le modifier, tu es déjà en train de créer quelque chose de nouveau. Et quand tu le racontes à quelqu'un, tu es en train d'essayer tu vois, de faire passer une émotion. Donc tu es déjà dans un élan créatif rien que quand tu communiques. Donc d'où ça vient? Moi, je pense que ça vient c'est en nous. Tu vois, je pense qu'on a ça en nous. C'est comme un organe pour moi. La créativité, c'est un organe qui nous permet, moi personnellement, de respirer, à d'autres de s'exprimer, bon, peu importe. Mais c'est quelque chose de très concret qu'on a en nous. Et c'est juste que il y a des personnes qui ont cette impression qu'ils l'ont moins que d'autres. Et pour avoir parlé avec beaucoup de personnes, et pour échanger sur ce sujet avec de nombreuses personnes assez régulièrement, il y a des gens qui se disent non mais moi je suis pas créatif, moi je ne peux pas créer, j'aime bien l'écriture mais c'est pas pour moi, j'aime bien la peinture. C'est des personnes parfois d'une extrême sensibilité, ils vont arriver dans une exposition ou une peinture, ils vont trouver ça vraiment extrêmement beau, ils vont voir peut-être même des choses que d'autres personnes n'arrivent pas à saisir, et ils vont se dire que c'est pas pour eux, ils vont complètement se bloquer. Je pense que c'est très sociétal, je pense que c'est parce qu'il y a vraiment une dévalorisation de tout ce qui est artistique et artisanal. Et l'artiste, c'est l'incompris, c'est pas quelque chose de très sérieux. On est quand même dans une société avec une vision assez scientifique des choses aujourd'hui. Et l'art et la science, on peut assez primitif, enfin, facilement les mettre en opposition. Et donc peut-être que l'art et tout ce qu'on va aller chercher, ben c'est pas en accord avec ce qu'on va attendre des individus aujourd'hui. On attend que les gens soient très productifs. Bon, est-ce que quand tu es en train de prendre un pinceau et de l'aquarelle, faire un beau dessin, une belle peinture qui te fait du bien, est-ce que tu es productif à ce moment-là? J'en suis pas persuadé. Donc peut-être que c'est aussi pour ces raisons-là qu'on se bride, qu'on se censure nous-mêmes. Je sais pas, j'ai pas la réponse à ça, mais il se trouve que pour avoir vraiment discuté avec beaucoup de personnes, il y a trop de gens aujourd'hui, j'ai l'impression, qui souffrent de ça et qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui se retrouvent dans une frustration, aussi parce qu'ils ne prennent pas ce temps de s'écouter et d'extérioriser ce qu'ils ont en eux.
There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God, I know I'm one. My mother was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and trouble, and the only time he's satisfied is when he's on a drum. Oui, c'est vrai qu'il y a une grande joie dès qu'on peut créer. Je discutais l'autre jour avec une amie qui est éducatrice et qui travaille avec des enfants, des adultes porteurs de plein de handicaps différents. Et elle disait, en fait, tu prends n'importe qui, tu donnes un crayon, des couleurs, quelque chose qui est possible avec le corps comme il est. Et tu as un élan de joie dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un qui démarre, qui initie quelque chose, mais même quelque chose de tout simple. En fait, c'est pas le résultat qui compte, c'est l'élan qu'on poursuit, c'est l'élan à qui on laisse de la place. Et c'est vrai que toi, je fais du conseil en management et j'accompagne des collectifs. Et quand on a une journée d'animation sur un thème ou un autre et qu'il y a des espaces de créativité, et des fois c'est drôle, tu apportes juste, tu sais, des images que les gens vont pouvoir rassembler pour faire quelque chose qui raconte l'histoire de leur collectif. Il y a un côté très enfantin, mais enfantin au sens, pas du tout infantile, mais enfantin au sens de cet élan-là qui se met en jeu et qui crée une grande joie. Et effectivement, je pense que chacun va avoir sa manière et qu'on a sans doute plein de choses qu'on contient qui sont plutôt culturelles. Toi, on se dit, la musique, moi, j'ai pas appris, donc je suis pas allée au conservatoire, ou la peinture, j'ai pas fait les beaux-arts. Et puis à l'école, c'était des tout petits moments, tu vois. Donc ce qui fait que la musique et peinture, ça peut avoir l'air vraiment très réservé à une élite, alors que en fait, on peut faire des choses, se faire plaisir sans faire des choses non plus qui vont être connues dans le monde entier et puis qui sont des révélations artistiques pour le monde. En fait, il y a le plaisir de créer quelque chose, mais juste pour le plaisir de faire avant le résultat. Puis après, il y a un moment donné où on a envie d'un résultat et on a envie de partager avec les autres. Absolument, je suis très d'accord avec toi. Il y a vraiment deux choses. Il y a une dualité. Il y a d'un côté une culture de la performance et de l'autre côté notre nature aussi on reste enfantine, joyeuse, tu vois. Le fait de se satisfaire aussi de petites choses qui va vraiment en contradiction avec cette culture de la performance dans laquelle on est. Où aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a beaucoup de notes, on se note un peu les uns les autres, on va dire si on va liker les photos, ah bah ça j'aime bien, je like, lui le service qu'il m'a rendu est efficace, donc je vais lui mettre 4 étoiles sur 5 parce que c'était pas parfait. On a cette culture toujours où on nous dit ok, il faut que tu t'améliores, il faut que tu fasses mieux, c'était bien, mais il faut que tu ailles plus loin. Donc en fait, je pense que ça a un écho sur les individus et que ça nous réfrène, ça nous met des barrières. On se les met peut-être même nous-mêmes. On se retrouve à juger les performances des autres et à juger nos propres performances. Et c'est vrai que quand tu es dans un cadre collectif avec des gens qui sont bienveillants et que tu fais ce qu'ils font, qui arrivent à faire sauter ces barrières-là, souvent, les gens, on redevient un petit peu des enfants. Dans ma vie pro, en tant que designer, j'ai fait beaucoup d'ateliers de facilitation, donc l'intelligence collective, etc. Et avec des adultes, et souvent, on faisait des icebreakers pour lancer l'atelier. Ouais. Donc, pour lancer cet atelier, moi, j'aimais bien passer par le dessin, j'aimais bien passer par la main. Et donc, je demandais aux gens de dessiner des choses. Je leur disais, bon, là, on va dessiner telle ou telle chose.
Ça va nous permettre de nous mettre en jambe parce que pendant l'atelier, on va devoir, par exemple, améliorer des interfaces digitales. Donc, il va falloir qu'on soit à l'aise avec le fait de dessiner. Donc, on va commencer par dessiner. Et là, tout le monde, oh, mais je sais pas dessiner, etc., etc. Et en fait, donc moi, ce que je faisais à ce moment-là, c'est que je leur demandais de dessiner une fleur, un petit soleil, une petite maison. Donc, vraiment des dessins d'enfants. Tout le monde y arrivait. Donc là, hop, tu peux faire une petite blague avec le PDG ou le chef d'équipe qui lui aussi arrive à dessiner un soleil, donc ça fait rire un peu tout le monde, on se détend. Et là, tu leur expliques que le dessin, c'est pas forcément Picasso, tu vois, c'est pas forcément la Chapelle Sixtine, c'est pas ça le dessin. C'est aussi être juste capable de transmettre quelque chose et d'échanger. Et là, les gens commencent à être plus à l'aise déjà. Les gens commencent à dire, en effet, je suis pas capable de peindre la Chapelle Sixtine, ça c'est une évidence, personne ici ne l'est. Mais par contre, je suis capable de dessiner une petite maison et de faire passer un message. Et c'est aussi ça. Et là, et tout d'un coup, les gens, rien que parce qu'ils étaient dans un esprit bienveillant, où ils pouvaient passer par la main, où ils essayaient d'échanger en rébus pendant les icebreakers, etc., ils s'amusaient. Et passant par l'amusement, eh bien, ça allait les décomplexer et ils allaient se mettre à dessiner. Et moi, je connais certaines personnes qui se sont mis à dessiner parce qu'en atelier, il y a eu un déblocage sur ces icebreakers où on dessinait des rébus et ce genre de choses. Donc, je pense sincèrement que c'est un cumul de préjugés qu'on a sur nous. C'est un cumul où on veut être sérieux. On essaye d'être adulte, en fait, parce que la vie nous y pousse un peu. Et on essaie d'être adulte, on se dit non, le dessin, c'est peut-être les enfants, on se donne plus cet espace tu vois. On se donne pas cet espace de se dire, OK, là, je respire, là, je me fais plaisir, je suis pas dans de la performance, je suis pas en train de peindre la Chapelle Sixtine, je suis pas en train de peindre une grande toile, je suis en train de me faire plaisir. Et puis, c'est tout et c'est suffisant. Tu as vraiment raison, je pense, quand tu opposes la performance et ce plaisir d'être dans son élan créatif enfantin, pur un peu, enfin en tout cas qui va comme ça et puis qui se demande, qui est dans le présent par rapport à la performance, qui voit le résultat. Et alors, quand on a envie, comme toi, d'être écrivain, vraiment, ou d'être un autre art, mais là, on va parler d'être écrivain puisque c'est ton projet et ce dans quoi tu es engagé. Et quand on a envie de ça, il va falloir qu'on associe le plaisir, l'instant présent, l'élan créatif, ce moment où waouh, on y va et c'est chouette et c'est bon et on est dans le flow aussi de l'écriture. Et puis ce résultat qu'on a envie d'obtenir, une certaine performance, puisque c'est ce qui fait qu'on pourra avoir des lecteurs, que ça pourra plaire à d'autres, que peut-être on pourra être connu, reconnu pour ce qu'on fait. Est-ce que tu vois une difficulté là-dedans ou en tout cas, comment est-ce que ça glisse de l'un à l'autre ? C'est une excellente question. Pour ma part, je dirais que, en fait, moi, l'idée, c'est vraiment de vivre de l'écriture d'une façon générale. Tu vois. Donc déjà, l'objectif est un petit peu différent d'être écrivain. C'est-à-dire que vivre de l'écriture, c'est plus général, c'est une étape. C'est pas que des livres, c'est ça que tu veux dire. Hein. C'est pas que des livres, c'est l'environnement de l'écriture, c'est tout ça, et c'est autour de la littérature. Donc, si ça passe par la main et par le fait d'écrire, si c'est pas déjà des livres dans un premier temps, je me dis que c'est pas grave. J'y vais de façon réaliste. Je me dis pas, je vais écrire un livre et directement, hop, ça va faire un Goncourt. Tu vois, ce serait un petit peu présomptueux de ma part. Hein. Donc moi, je me dis, ok, il faut que j'ai cette approche pour y aller de façon plus échelonnée. Donc il y a des moments où je suis dans du plaisir à 100% et des moments où je suis où il y a une finalité. Donc je suis pour un résultat le plus optimal possible. Dans le métier d'écrivain, dans le fait d'écrire des romans, j'ai l'impression que, comme tu le dis, les deux sont liés. Et ce qui les lie, c'est cette volonté de transmettre. En tout cas, pour ma part. Pour ma part, quand on parle vraiment rien que du fait d'être écrivain et d'avoir cet objet fini, terminé, enfin, voilà, qu'on va trouver à son dernier stade d'évolution, eh bien, moi, j'ai l'impression que... Comment expliquer ça ? En fait, c'est le propos que j'ai envie de tenir. En fait, c'est comme si j'ai envie d'expliquer quelque chose à quelqu'un ou de partager quelque chose à quelqu'un et que le seul médium possible, ça va être de le faire sous forme d'une histoire. À partir de ce moment-là, moi, je construis d'abord l'histoire.
C'est d'abord cette histoire. J'ai déjà le propos que j'essaie de construire. Donc j'imagine énormément de scènes, de personnages différents, je les imagine interagir. J'écris déjà énormément à ce moment-là. C'est vraiment dans un moment vraiment de plaisir, dans lequel je vais imaginer tel personnage qui rencontre tel autre. Ils se disent ça parce que leurs vies sont différentes. Là, je suis que dans du plaisir, parce que c'est de la création. Et d'un autre côté, il y a cet objectif de dire, OK, mais j'y vois quand même ce livre, voilà ce que j'aimerais raconter, voilà les thèmes que j'aimerais explorer, donc comment est-ce que je fais? Et c'est vrai que, mais moi, c'est pas vraiment les mêmes phases. C'est-à-dire que c'est aussi, il y a des phases post-création où je fais des schémas, où je suis dans l'intellectualisation du récit, où je pense aux thèmes, où je pense à un découpage un peu par chapitre, une approche un peu structurée, avec telle scène où il se passe ceci, telle scène où il se passe cela. Et ensuite, j'ai des moments dans lesquels je vais faire que écrire, et je sais en amont que je dois écrire cette partie-là. Alors parfois, je dévie et j'écris autre chose. Je pense pas que ce soit très grave de déborder, surtout en littérature, mais du coup, ça se passe un petit peu comme ça. Tu vois, par exemple, moi, le matin, je suis plus concentré. J'arrive mieux à être focus, j'arrive mieux à créer. Le soir, tard aussi, tu vois. Il y a un monde flottement dans la nuit qui me convient très bien pour créer. Mais l'après-midi, c'est juste pas possible. Moi, je peux pas écrire l'après-midi. Si j'essaye, je peux pianoter un petit peu, mais c'est pas la même chose. J'ai remarqué que j'ai des moments. Donc, je vais déjà adapter tout à ces moments. Donc, je peux me lever le matin et faire tel type de tâche. L'après-midi, relire, faire de la relecture, de la correction orthographique. Et le soir, être plus dans de l'écriture, dans du flow. Moi, j'essaie d'utiliser ça vraiment à 100%. Parce que justement, c'est très compliqué, je trouve, d'avoir cette approche bicéphale à la fois créative et sur la performance de ton objectif clair. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé d'être en train d'écrire, par exemple, un chapitre, parce qu'on s'est rencontrés autour de l'écriture. T'es en train d'écrire un chapitre, tu sais que tu dois dire ça, il doit se passer cette scène-là. Généralement, ce qui se passe, c'est que tu as tellement ça en tête que tu es en train d'écrire, et tout ce que tu écris avant, ça n'a pas la même qualité que si tu y étais arrivé naturellement. Ce que je veux dire, moi en tout cas, c'est comme ça que ça se passe pour moi. Je dois arriver, genre, admettons, à un duel. Il y a un duel en haut d'une tour entre deux individus, ils ont une épée, machin. Si je dis, il faut que j'arrive à ce duel-là, je vais me presser. Moi, ça se passe comme ça. Et après, je vais devoir le reprendre à de nombreuses reprises. Donc, je préfère souvent me dire, vraiment avoir une approche vraiment très découpée de chaque petite scène, et de me laisser aller dans chacun de ces micro-espaces, plutôt que d'essayer d'amener une scène sans avoir vraiment la main dessus. Et oui, c'est une manière de gérer cette tension, quoi. Absolument. J'ai pas écouté beaucoup d'auteurs et beaucoup de créatifs, mais j'ai souvent entendu ça, qu'il y a des moments un peu différents. C'est assez logique aussi. Effectivement, tu as un moment donné où tu as un travail plutôt intuitif, plutôt en flow, qu'on qualifierait de cerveau droit, même si on sait que c'est pas là que ça se passe exactement et que ça, c'est un peu une vue de l'esprit. Et puis après, il y a l'approche qui consiste à déconstruire, à voir ce qu'on fait. Et donc, il y a des gens qui écrivent et puis qui font l'histoire après, des gens qui font l'histoire, qui scénarisent, je crois, qui cadrent très, très bien et puis qui écrivent après. Moi, j'ai fait un peu les deux, ça dépend des textes, mais il y a une histoire que j'avais commencé à écrire. Je savais pas ce que j'écrivais du tout, en fait. J'écris de manière complètement instinctive et l'histoire est apparue progressivement. Mais finalement, quand elle a été écrite comme ça, je me suis dit, en fait, ça colle pas en termes de... Enfin, finalement, l'histoire m'est apparue comme ça progressivement et elle est venue un peu de l'intérieur. Puis après, je l'ai reprise en me disant, mais en termes de construction, c'est pas du tout idéal. Donc je l'ai reconstruite après, en fait. Et sans doute comme ça que ça se passe. J'avais entendu un jour une auteure dire que elle avait écrit sur des tableaux Excel complètement en flow dès le début et en un seul trait. Ça m'a paru étonnant, en fait. En tout cas, ça serait bien la seule, parce que je crois que c'est une expérience que peu de personnes font, en fait. Ou alors, c'est qu'on a des relecteurs qui vont faire ce travail de post-production derrière, en fait, de montage, de tout ça, quoi. Absolument. Après, peut-être que ça se prête pas forcément, sa méthode à tout type de roman. Tu vois, sur des scénarios avec beaucoup d'arcs narratifs qui se croisent, je pense, ou beaucoup, tu sais,
un livre policier, par exemple, dans lequel il y a des indices dissimulés à droite, à gauche, où il faut que les choses se parlent et se répondent, tu vois, eh bien, peut-être que là, une approche 100% dans le flow enfin, n'est pas appropriée. Toi, t'arrives, bon, bah, peut-être première scène, premier chapitre, c'est la scène, il y a eu un meurtre, c'est la scène de crime. Ok, mais là, tu dois déjà avoir quasiment tout, en fait. Donc, faut que tu aies déjà pensé à tous les indices et que tu dises, ok, après, je les envoie un peu plus tard dans le récit, que ça se réponde, qu'il n'y ait pas d'oubli. Ça me paraît étonnant comme approche. En tout cas, moi, à titre personnel, je ferais pas ça. J'aurais une approche très structurée. Maintenant, si tu regardes, je sais pas, je pense à Bukowski, par exemple, qui raconte, je connais pas sa méthode, hein, mais par contre, ça me paraît plus approprié d'être dans un flow en permanence. Tu vois, Bukowski, il raconte un petit peu sa vie, c'est des histoires, c'est soit des petites nouvelles, soit de gros romans dans lesquels bah, tu suis une ligne narrative très simple. C'est Henri Chinaski qui boit, qui fume, qui fait un peu sa vie, et il lui arrive des aventures, donc là, jusqu'à présent, tu peux être dans un flow et avoir ça, je pense. Et après, tu as Bukowski qui a son génie, qui arrive à saupoudrer ça de son génie et tirer des grandes parallèles avec la vie des individus. Et entre la vie de son héros et la vie des individus, il arrive à créer des parallèles et c'est intéressant. Donc là, moi, je pense que ça se prête plus à l'écriture, à une écriture de flow, ça. Après, c'est peut-être, il faut voir ce qu'on a envie d'écrire. Et par rapport à ça, adapter toute son approche. D'une façon générale, je pense que c'est une bonne chose de connaître, de savoir qu'il y a différentes méthodes. C'est un petit peu comme savoir qu'on peut anticiper l'ensemble de son roman ou bien tout faire un petit peu en flow, ou l'un ou l'autre. Eh bien ça, c'est aussi important que de savoir qu'on peut écrire à la première ou à la troisième personne. En réalité, il n'y a pas vraiment de méthode. Tu vois, c'est chacun fait un petit peu à sa sauce. Moi, je sais que je préfère être très structuré dans mon approche. Il y a des moments où je vais déborder un maximum en termes de créativité, donc là, je me laisse. Franchement, aujourd'hui, en plus, comme je t'ai dit, j'ai essayé de me laisser la chance d'avoir du temps. Donc, si je dois faire quasiment une nuit blanche ou me coucher très tard, alors si j'ai le flow, là, c'est sûr que je le ferai maintenant. Et je verrai ensuite pour le redécoupage. Moi, à titre personnel, ce que j'aime bien faire, c'est que une fois que j'ai un manuscrit qui est un petit peu carré ou que j'ai bien avancé dans un texte, je l'imprime, je fais des découpages un peu, j'essaye de voir, ok, si je mets ce paragraphe ici ou là, j'essaye vraiment d'avoir quelque chose de très visuel et de modifier le roman, modifier le texte par rapport de cette façon-là, parce que parfois tu sais pas si ce chapitre finalement faut pas l'imbriquer avant, puisque c'était ou cette partie de chapitre parce qu'il y avait telle description que tu veux pas la perdre et tout ça. Et du coup, moi, je fonctionne comme ça de façon très visuelle parce que je me connais à ce niveau-là. Et donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment une seule méthode, mais l'idée c'est d'explorer quand même. Là, on a parlé de comment est-ce qu'on crée, quoi, les approches, les moments. Tu nous as dit, et c'est tellement juste aussi, création, c'est aussi une manière, ou en tout cas, ça demande de se connaître, parce qu'on va faire avec soi, on est son propre instrument, sa propre matière première, et donc on va faire avec ces moments auxquels on est plus ou moins réceptif, on va utiliser vraiment notre physiologie, enfin notre manière de fonctionner pour en tirer le meilleur. L'autre chose dont j'aimerais te parler maintenant avec toi, c'est finalement cette création, elle se fait rarement seule. Enfin, on a aussi, de la même manière que tu le disais tout à l'heure, on a cette idée du génie, puis on parle seulement de quand c'est fini. On a tendance aussi à se rappeler des noms au singulier, des noms de héros. En fait, quand on regarde un tout petit peu la vie de certains auteurs, créateurs, hein, qu'ils soient plasticiens ou écrivains, on n'a personne qui a fait quoi que ce soit seul. En peinture, il y a eu des mouvements. En littérature aussi, il y a eu des mouvements. Les gens ont travaillé ensemble, se sont stimulés, ont discuté ensemble, ont digressé ensemble, se sont des fois épaulés, des fois peut-être ils étaient en rivalité, mais en tout cas, ça les a stimulés, ça les a aidés. Et globalement, on n'a personne qui arrive seul. Alors, on avait aussi commencé à discuter ensemble du fait qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on arrive à retrouver ce collectif ? Parce que globalement... on en a besoin. Donc, comment est-ce que toi, tu travailles avec d'autres ? Est-ce que tu en as besoin ? Comment est-ce que tu fais pour être suffisamment stimulé au-delà de ta propre expérience ? C'est intéressant. Tout d'abord,
je pense que être seul dans ce qui est créatif, je pense que c'est vraiment, c'est presque dangereux parce que tu vas commencer à t'isoler et l'isolement, surtout dans la créativité, ça crée de l'immobilisme, ça crée beaucoup de peur et ça crée aussi des mécanismes de défense. Admettons, si on prend quelqu'un qui veut devenir écrivain, qui finit par s'isoler parce que pour X ou Y raison, il est dans son coin, il écrit, bah, il se retrouve à pas avoir de retour sur ses textes, il se retrouve à justifier, s'auto-justifier de son niveau parce il a aucun retour, donc en fait il a aucune idée de s'il est bon ou pas parce que c'est difficile d'avoir un retour sur sa propre création. Donc t'as plus tu vas plus stagner en fait. Et donc ça, je pense que c'est dangereux pour ta propre créativité, pour ta propre expression personnelle. Parce que tu vois, quand tu te retrouves dans un collectif, et moi, c'est d'ailleurs à cette occasion qu'on s'est rencontrés, on avait fait un stage d'écriture, donc on s'est rencontrés à cette occasion-là. Eh bien, quand tu es dans un collectif, tu t'exposes, tu te mets un petit peu à nu, nous on montrait des textes à nous, on devait travailler d'une semaine sur l'autre sur un texte qu'on devait présenter, récupérer des feedbacks, c'est pas facile. T'es un peu tremblotant parfois quand ça t'arrive, et parfois en plus l'idée était de montrer un manuscrit qu'on avait déjà écrit et avoir un retour dessus, sur un chapitre du manuscrit. Et c'était fou parce que on se retrouvait tous à avoir des retours sur notre bébé, quoi, sur quelque chose qu'on avait vraiment beaucoup travaillé, et franchement parfois bah c'était pas forcément très simple. Quand on dit bon, ton premier chapitre c'est très bien, mais, et là, il y a beaucoup de choses à reprendre. Si c'est la première fois, oui, ça fait bizarre. Tu peux avoir la bouche un peu sèche à ce moment-là. Donc, je pense que le fait de se retrouver dans un collectif, c'est quelque chose qui va forcément te permettre de grandir, rencontrer une communauté d'auteurs. Ça te permet de voir des points de vue différents, de te situer aussi. Je pense que c'est important pour pas avoir l'ego. Ça te permet d'améliorer ton ego et de te situer sans avoir l'impression d'être trop. Tu vois, je sais pas, t'écris quelque chose, tu es en train d'écrire un texte, tu dis waouh, cette phrase-là que j'ai sortie, franchement, elle est pas mal. Ce paragraphe que j'ai écrit, il est génial, franchement, enfin, il est génial. Là, tu dis bon, là, j'ai terminé le chapitre 1, le chapitre et c'est un chapitre de fou furieux. Tu te prends pour un dingue à ce moment-là parce que tu te dis bon, ça fait 2 semaines que je travaille sur ce chapitre, il est incroyable, il est parfait. Tu l'as fait lire à personne, tu crois vraiment que c'est excellent. Tu le fais lire. Là, à ce moment-là, voilà, as des amis ou des gens que tu ne connais pas via un collectif d'écriture qui vont lire ton chapitre. Ils disent, écoute, c'est bien écrit, mais ce n'est pas compréhensible. Là, je peux te dire que tu tombes de haut. Et tu serais tombé de moins haut si tu étais en permanence dans une dynamique d'échange et de partage. Parce qu'en fait, tu aurais vu ta propre réaction dans les yeux des autres. Parce que les autres réagissent de cette façon-là. Ils aussi, parfois, vont arriver avec plein d'espoir en te présentant un texte, en te présentant voilà, un travail qu'ils ont réalisé, et ils vont dire voilà, j'ai fait ça, c'est incroyable, tu vas voir, c'est un truc de dingue. Et après, toi, tu le lis et tu te dis bon, c'est bien, mais c'est pas bon, faut que je fasse un retour. Donc là, tu fais un retour. Et du coup, toi, à partir du moment où tu as déjà été dans cette posture de lecteur, de bon, finalement, c'est pas si incroyable que ça, ce qu'on me propose, mais je vais pas être méchant, je vais pas le juger, bah toi, déjà, tu es dans cette dynamique, personnellement, de moins être sur de l'ego et croire que ce que tu as fait, c'est phénoménal. Alors peut-être que ça l'est, mais en tout cas, il faut rester humble, je pense. Et surtout, donc tu seras moins dans le jugement aussi de ce que font les autres. Tu vas moins te considérer comme quelqu'un d'extrêmement fort parce que tu sais qu'il y a aussi d'autres gens qui sont autour de toi et qui sont forts. Tu seras moins dans le jugement du travail des autres et donc moins dans le jugement de ton propre travail. Donc ça, c'est intéressant. Pour cette raison-là, je pense qu'être dans un collectif d'écriture, c'est vraiment extrêmement intéressant. Aussi, rien que le fait de parler de sa passion, c'est aussi le fait de débunker pas mal de peurs. C'est-à-dire que moi, j'ai remarqué ça en soirée, ou dans des environnements pro même, dans des environnements sociaux d'une façon générale, assez rapidement, pour connecter avec les gens, j'essaye de parler d'écriture ou de littérature. J'ai remarqué que sur la littérature, les gens, ils sont très frileux parce qu'on a l'impression que c'est pour les intellectuels. Les gens disent non, mais moi je lis des petits livres de gare, etc. Alors que c'est déjà, très bien, quoi. Et du coup, les gens sont plus frileux parfois à parler d'une certaine littérature. Mais l'écriture, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent,
Mais à partir du moment où tu en parles, tu dis, ah bah moi, à côté, j'écris un peu, voilà, machin. Et les gens font, ah, c'est marrant. Et quand ça les intéresse, déjà, tu sens que eux, ils aiment bien écrire. Et c'est pareil, c'est aussi comme ça que tu fais des contacts, que tu peux créer ton propre collectif. Nous, moi, j'en avais, à l'occasion de ta rencontre, j'avais intégré un collectif, tu vois, mais tu peux aussi créer le tien. Bah, tu parles autour de toi du fait que tu aimes écrire, que tu aimes peindre, que tu adores les vitraux. Et que du coup, tu commences à en faire. Bah, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont cette même passion et qui n'osent pas en parler et du coup, qui ne le font pas. Et c'est aussi le truc, c'est qu'il y a des gens qui ont une passion, mais qui ne réalisent pas cette passion parce qu'ils ont peur. Ils se sont bloqués, comme on disait juste avant. Ils se sont dit que c'était pas pour eux. Et quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui se dit non, mais en fait, j'ai cette passion et je vais le faire, je dois rien à personne, bah, eux-mêmes, ça peut les débloquer. Et c'est aussi ça qui est intéressant. C'est aussi ça qui est intéressant. Un collectif, ça te permet aussi d'avoir un certain nombre d'opportunités, je pense. Des opportunités à tous les étages, aussi amicales. Tu fais, enfin, rencontrer des gens, faire des contacts. Tu sais pas où ça peut te mener. Moi, ça me mène ici sur ce podcast. On ne sait pas où ça nous emmènera plus tard. Et ça tient du fait que j'ai passé une porte où je me suis dit, ok, je vais y aller. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Entrer dans un collectif, miser sur cette intelligence, c'est prendre le risque d'évoluer. Oui, c'est un peu l'histoire de Jonathan le Goéland, en fait. On peut faire des trucs qui sont très, très chouettes, etc. On peut être le meilleur là où on est, sauf qu'on a encore plein à apprendre. Et c'est vrai que, comme tu dis, je crois que dans ce travail de création, il y a spécialement beaucoup de peur, parce que c'est lié à qui on est, finalement. Enfin, si on peint, qu'on fait de la musique, enfin, la valeur de ce qu'on fait est très liée à notre identité. Tu vois, le côté pro, si c'est un travail, ça peut être un peu détaché de nous, éventuellement, quoi, qu'on se colle un peu en termes d'identité. Notre création, c'est tellement, comme tu dis, notre bébé, notre intérieur, finalement, qu'on va révéler au monde. On a tendance à y mettre beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a plein de peurs. Il y a soit je suis génial, soit je suis complètement nulle. Comment est-ce qu'on s'améliore ou pas? Est-ce que c'est un talent? Est-ce que j'ai du talent ou pas? Et toutes ces questions-là, ça vaut le coup de les mettre par terre et de se dire, c'est à la fois un talent qui se travaille, c'est à la fois une envie qui peut devenir un talent, qui peut devenir ou pas un métier, ou qui peut devenir une activité. Et tout ça, c'est finalement beaucoup plus fluide que les cases qu'on se fait dans notre tête. Et ça va dépendre de plein de choses qu'on a en main. Alors que si on pense que c'est un talent ou un truc où on est génial ou pas, ben en fait, ça dépend presque pas de nous. On a eu l'étoile ou pas l'étoile, quoi. Je suis assez d'accord avec toi dans le sens où il y a une notion un peu de fatalité parfois dans le talent. C'est assez drôle. Moi, j'aime bien la boxe. Et il n'y a pas si longtemps, il y a un certain temps déjà, Mike Tyson était champion du monde. Et quelqu'un qui aime la boxe à ce moment-là et qui se dit bon, moi j'adore boxer, je me vois bien avec la ceinture de champion du monde poids lourd autour de la taille. C'est un truc que j'aimerais bien, j'adore ça, etc. Et c'est comme si au lieu d'aller tous les jours à l'entraînement humblement et de se dire ok, je vais travailler mon jab, je vais travailler mon crochet, je vais travailler mes enchaînements et petit à petit un jour je serai champion du monde. Bah là le mec il se dit, il s'imagine avec la ceinture, mais il s'imagine tel qu'il est aujourd'hui en train dans le ring avec Mike Tyson. Là, je pense qu'à ce moment-là, le pas à sauter est tellement grand que ça peut que l'impressionner. Et bien, c'est pareil avec l'art. Souvent, on a cette impression qu'on se dit, bon, là, aujourd'hui, on se trouve nul alors qu'on ne l'est pas forcément. On se dit, aujourd'hui, j'ai pas le niveau de Céline, de Proust, de Arthur Rimbaud. Ben oui, mais ils ont travaillé. Ils sont allés tous les jours à l'entraînement, travailler leur jab, travailler leur crochet, travailler leur enchaînement. Ils ne sont pas pointés et hop, ils ont écrit ça et c'était incroyable tout de suite. Pas du tout. Comme on disait tout à l'heure, Céline, pour écrire ses 400 pages, il en écrit 3000. Et il y en a beaucoup des écrivains comme ça. Combien d'écrits d'auteurs Buch, Georges Perec, quand il publie Les Choses, je crois que c'est son premier livre, je crois que c'était dans les années 65, quelque chose comme ça. Le journaliste lui dit Monsieur Perec, c'est votre premier livre. Il le reprend tout de suite. Il dit ah non, c'est mon 8e livre. C'est mon 7e, mon 8e livre. C'est juste qu'avant, personne n'en voulait. Et je soupçonne d'ailleurs Georges Perec au passage de nous avoir refourgué des livres qu'il avait déjà écrits derrière, notamment Le Petit Vélo Chromé. Mais en gros, il faut y aller. Souvent, on a cette idée de la marche à atteindre, cette idée qu'il y a des génies que nous on l'est pas. Moi, je pense sincèrement que c'est de la construction sociale pure et dure.
Je pense, à titre personnel, que le génie, ça n'existe pas. Il y a juste des gens qui comprennent comment quelque chose fonctionne, qui arrivent à aller plus loin sur un certain domaine, et aussi des gens qui travaillent. Euh, et croire que des gens sont plus ou moins, surtout dans tout ce qui est création, sont plus ou moins doués, ou ont plus ou moins de possibilités de réussir, moi, ça, j'y crois pas une seule seconde. Typiquement, tu prends un Picasso, tu prends Léonard de Vinci. Bon, on va dire que la plupart des gens diront que ce sont des génies. C'est très bien. Moi, je pense que c'est déjà des gros travailleurs. Mais surtout, quand ils étaient jeunes, ils dessinaient extrêmement bien. Vers 10 ans déjà, on a des dessins de Picasso, c'est incroyable de réalisme. Mais il y a plein de gens qui ont ça quasiment naturellement, parce qu'à 10 ans, il a peut-être pas fait ces fameuses 10 000 heures de travail sur le dessin et le croquis. Et juste, il est très doué. Mais il y a mais il existe d'autres peintres qui sont très bons, qui sont aussi considérés, qui n'avaient pas du tout ce coup de crayon. Donc cette chose innée qu'aurait soi-disant Picasso ou Dali ou que sais-je, bah en fait il y a des gens qui ne l'ont pas, ils arrivent aussi à aller très loin. Et je pense que c'est d'autant plus vrai en littérature. Il y a des gens, c'est des stylistes, c'est-à-dire c'est des gens qui ont travaillé leur style. Je pense à Georges Perec, qui a écrit beaucoup de livres à ce niveau-là. Je pense à Joseph Delteil, je pense à Jules Romain aussi. C'est des gens qui se sont amusés, à Boris Vian bien sûr. C'est des gens qui se sont amusés à travailler un style particulier, quelque chose qui leur est propre. Et pour moi, c'est un petit peu le coup de pinceau de l'écrivain. Mais mais c'est pas ce qu'il raconte. Il y a la toile. Qu'est-ce que te raconte la toile? Voilà, quelle est la mise en scène, etc. Et il y a aussi la beauté pure et dure. Pour moi, le style dans la littérature française, c'est la capacité à faire quelque chose de beau. Mais ça, pour moi, ça rajoute pas vraiment, pas dans tous les cas en tout cas, ça rajoute pas à chaque fois quelque chose au livre. Même parfois, ça en retire. Voilà. Et donc, tu as des livres qui sont créés uniquement autour du style, ça en fait pas de bons livres. Je pense typiquement à un de mes livres préférés d'ailleurs, qui s'appelle Choléra de Joseph Delteil. Et en fait, c'est un livre qui est tout en style, tout dans le style. C'est l'histoire d'un jeune homme qui rencontre trois jeunes femmes. Il a une sorte de triptyque amoureux avec elles. C'est très drôle. C'est très beau, c'est très poétique, c'est que du style à la française, mais par contre, l'histoire, ça boulotte, quoi. Ça n'avance pas, juste, il se fait plaisir, quoi, l'auteur. Et en fait, pour moi, c'est pas un grand livre, c'est un de mes livres préférés, je l'adore. Il devait être super content de l'avoir écrit. Moi, si j'avais écrit un livre pareil, je serais très content. Mais par contre, il n'a pas fait un grand livre, mais en fait, c'est pas grave. Ça n'empêche pas que ce livre, c'est l'un de mes livres préférés. Lui a écrit d'autres livres qui sont intéressants, mais c'est celui-là que je préfère, et celui-ci, il a ceci de particulier qui m'a ému. Et c'est ça qui est important. Dans la littérature, tu as aussi des écrivains qui sont pas du tout dans le style. Je pense, une fois de plus, je pense à Georges Perec, qui lui sait tout faire. Quand il écrit les choses, c'est un livre qui est très ennuyeux en termes de style. Il y a des longues descriptions, des listes, il fait beaucoup de listes. Mais c'est un grand livre, les choses. Un livre encore d'actualité aujourd'hui, avec une vraie morale, avec une transmission sur la société de consommation, sur l'évolution et la nature des individus, de l'espèce humaine finalement. Notre nature profonde à nous tous. Et c'est pas forcément bien écrit. Enfin, il va de A à Z, c'est un livre bien mené, mais c'est pas un livre qui est agréable à lire. Franchement, il y a deux lignes de dialogue dans le livre. Et donc, en fait, je pense que le fait d'avoir un bon coup de pinceau, d'être le plus talentueux de base, ou d'avoir une plume incroyable comme Joseph Delteil, ou une plume, un styliste, voilà. Je pense pas que ce soit si important finalement, parce que c'est pas que ça, l'art. Ça peut être le moment maintenant, si tu veux, de parler. On a vu, voilà, d'où vient cet élan. Enfin, on a parlé un peu d'où vient cet élan créateur, de comment est-ce qu'on le développe, des manières de faire, de finalement comment ça se passe et comment ça se produit et qu'est-ce qui est important. Comment est-ce qu'on se fait connaître? Comment est-ce qu'on partage avec d'autres? Qu'est-ce que toi, tu as mis en place? Qu'est-ce que tu expérimentes? Qu'est-ce que tu aimerais partager autour du partage, justement? C'est une très bonne question. Et justement, je pense que tu l'as dit, la réponse. Qu'est-ce que tu expérimentes? Moi, j'expérimente des choses, c'est tout.
Comme je t'ai dit, j'ai eu ce projet pendant 2 ans de me dire, OK, là, je teste. Je me lance. Donc, je n'allais pas me retrouver au moment où je pouvais le faire, à ne pas le faire. Pendant 2 ans, je me suis dit, Antoine, dès que tu pourras, dès que tu auras assez de sous de côté, dès que tu vas libérer du temps et écrire et tout faire pour que ça marche. Donc déjà, rien que ça, j'étais déjà dans une dynamique de déblocage et me dire c'est bon, c'est pas grave, là c'est mon moment, je vais pas être toute ma vie célibataire, j'aurai pas 30 ans toute ma vie, j'aurai pas mon appart où je fais ce que je veux, où je peux afficher des textes où je veux toute ma vie. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut que je me lance, parce que si j'étais dans une autre situation, je le ferais différemment, ça c'est évident. Donc moi je teste un petit peu tout. Aujourd'hui, il y a la chance d'avoir les réseaux sociaux, mais il y a autre que le digital, il y a aussi la vie réelle. Donc moi j'essaye d'aller dans des présentations de livres déjà pour rencontrer des auteurs. J'essaye d'être beaucoup en librairie, beaucoup parler avec des libraires, des gens qui sont un peu dans ce milieu. J'essaye en fait dans la vie réelle d'avoir un environnement de personnes qui sont passionnées aussi autant que moi ou par la littérature ou par l'écriture. C'est le même monde, c'est un peu le même champ lexical. Donc déjà dans la vie réelle, j'essaie d'avoir ça. Je parle de ça autour de moi. J'en parle, je dis voilà, je suis sur tel projet. Et je dis voilà, déjà en disant que tu écris ou que tu aimes bien lire, des gens viennent te dire la même chose. Tu commences à pouvoir échanger. Moi, j'ai des amis avec lesquels on se voit uniquement pour parler de littérature. C'est un peu notre sujet de discussion. On se voit, ah, t'as lu ça, ah, j'ai lu ça aussi. On essaie de lire les mêmes livres. On essaye de se donner des petits challenges. J'avais un ami là, il est en vacances, mais avant cela, on se voyait toutes les semaines dans un café, entre chez lui et chez moi. Et on travaillait ensemble. Donc parfois, on parlait d'un texte. Souvent, on s'envoyait des textes, on se donnait des retours. Et on faisait des améliorations comme ça. Ou bien, on se donnait des petits exercices, description de ce qui se passe autour de nous, etc. On essayait vraiment d'avoir cette dynamique à deux. Et si on avait pu le faire à 3, on l'aurait fait à 3. Bon, il se trouve qu'on était 2. Pourquoi bientôt, on sera peut-être 3. Et du coup, on a pu avancer comme ça. Aussi, l'engagement auprès des autres. Ça, c'est important. Parce que s'engager auprès de soi, c'est bien. Tu te dis, bon, je vais arrêter de fumer. Tu te le dis auprès de toi, ça va. Mais dès que tu as bu un petit verre, dès que ton moral est un peu plus bas, tu dis, oh, c'est pas grave, allez, c'est pas grave. Je m'en voudrais pas tant que ça, finalement. Mais on est des êtres sociaux, comme tu sais, et du coup, la pression sociale, c'est quelque chose qui nous régit en permanence, plus ou moins, mais quand même, on a quand même cette constante-là. Et je me dis que c'est un formidable outil pour nous pour se lancer. Et moi, je l'utilise. Et ce que je fais, c'est que je m'expose auprès des autres, j'annonce. Un petit peu toujours un petit peu comme Cédric Doumbé qui est en MMA en ce moment, qui fait beaucoup parler de lui parce qu'il n'arrête pas d'annoncer qu'il va faire il fait des combats de MMA, donc des combats dans la cage. Et c'est un Français. Et lui, son truc, c'est de dire qu'il va mettre l'autre KO au premier round. Et avant le combat, pendant des mois et des mois, il fait ce qui s'appelle du trash talking et il parle et il dit qu'il va gagner de telle ou telle façon. Et les gens le détestaient pour ça au début et aujourd'hui ça fait rire et tout. Et lui explique dans une interview que s'il fait pas ça, il est pas assez motivé. Et s'il fait ça, c'est parce qu'en fait, il sait qu'il doit le faire parce que sinon, il a tellement dit à tout le monde qu'il allait mettre KO l'autre type que s'il le fait pas, il sait qu'il va être sujet à de multiples railleries. Donc, il est obligé de travailler encore plus, il se met encore plus de pression. Donc ça marche pour lui. Il se trouve que ça marche aussi pour moi. Il y a des personnes pour qui ce serait pas trop le cas, mais en tout cas, je pense que c'est un outil à utiliser dans une certaine mesure. À titre perso, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment ce projet d'écriture. Il y a le projet aussi de mon agence de design, mais je gère les deux choses de la même façon, si tu veux. Sur des deux pans, j'annonce auprès des gens. De la même façon que je dis que j'ai envie de vivre de l'écriture et que je suis dans une dynamique pour me faire connaître, pour montrer mon travail, pour obtenir des retours, pour créer une communauté. De cette même façon, sur LinkedIn, je commence à communiquer, à expliquer que la boîte est créée, qu'on a déjà nos premiers clients, et c'est des choses qui sont vraies en plus, pour créer un dynamisme, un mouvement. Et l'idée, je pense que c'est ça, peu importe le projet, c'est de créer du mouvement autour de soi. Parce que si tu es tout seul dans ton coin, dans ta chambre, dans ton garage, en fait, il n'y a personne qui va te lire, il n'y a personne qui va savoir ce que tu fais. Il y a un très bon exemple dans mon monde professionnel.
c'est que, et après je vais revenir sur la partie littérature et ce que je mets en place très exactement, mais dans mon monde professionnel, moi je suis designer et j'ai créé cette agence avec un ami qui est codeur, qui est développeur. Et en gros, il y a beaucoup de développeurs. Donc nous, on construit tout à deux. On améliore les choses en permanence à deux, on prend des feedbacks et tout. Mais il y a beaucoup de développeurs qui, eux, ne font pas cet effort-là et qui vont être seuls de leur côté, un peu dans leur garage, en mode Steve Jobs. Ils vont être dans leur côté, ils vont développer une application parce qu'ils ont une idée. Ils vont se dire, oh purée, il faut absolument que cette application existe, je la code. Ils vont passer 6 mois à coder le soir, le matin, la nuit, une application, et ensuite ils vont la lancer sur le marché, et ils n'auront eu aucun retour, et ils vont s'étonner que ça ne fonctionne pas. Eh bien, moi, je peux leur dire que s'ils avaient dit, je suis en train de créer ça, voilà mon projet, ils auraient eu des feedbacks déjà. Et si à chaque étape de développement du produit, ils avaient expliqué là où ils en étaient, ils auraient déjà eu des retours. Il y aurait peut-être des gens qui leur auraient dit, ah, mais tu as vu qu'eux le font déjà. Tu as vu qu'eux le font et ils se sont plantés. Donc attention, fais pas ça comme ça. Et peut-être qu'il aurait amélioré et le produit final serait certainement très différent. Et donc voilà, pour le côté, donc ça c'est pour le côté prendre des retours, s'exposer. Moi, c'est ça que je fais principalement pour me faire connaître. À côté de ça, en termes vraiment pratico-pratiques, il y a deux choses, je dirais, en plus du fait d'écrire de son côté. Moi, là, je me suis lancé sur TikTok parce que c'était un peu le média à la mode et tout ça. Et parce qu'on m'avait dit qu'il y avait une niche sur la littérature. Je suis allé du coup, j'ai téléchargé TikTok. Moi, j'avais pas du tout, je regardais pas du tout. Et je télécharge TikTok, je tape littérature, livre, ce genre de mots-clés. Et je tombe sur un nombre incalculable de vidéos qui montrent qu'en fait, il y a des gens qui créent du contenu dans ce sens, du contenu voilà, de création de livres, enfin des gens qui disent, voilà, je suis en train d'écrire un livre, suivez-moi, vous allez voir ce que j'écris, machin. D'autres qui adorent juste partager des lectures, des recommandations de lecture et qui le font. Et donc, je me retrouve un petit peu face à ce monde, ce nouveau monde pour moi. Et dans un premier temps, je me dis, ben, en fait, il y a déjà des gens qui font les choses. Pourquoi est-ce que je le ferais moi-même? En fait, je me suis dit, si je veux finir par vivre de l'écriture, c'est soit j'intègre des groupes créés par d'autres gens, et donc je ne suis pas vraiment maître de ce qui se passe et de mon destin, soit je crée tout de moi-même. Et ce sera plus long, ce sera plus dur. J'ai peut-être encore moins de chances d'y arriver, mais au moins, j'ai un peu le contrôle et je peux avoir un plan de vol et me dire, OK, je vais faire telle étape et telle étape pour y arriver. J'ai pris cette option de tout faire par moi-même. J'ai décidé de créer cette communauté et donc j'ai créé un compte TikTok et j'ai repris exactement ce qui marchait le mieux, c'est-à-dire la présentation de livres. Parce qu'en fait, en entrepreneuriat, il y a un concept qui s'appelle l'océan bleu et l'océan rouge. L'océan bleu, tu as l'impression que tout va bien, il n'y a personne qui est sur le produit, il n'y a personne qui a eu cette idée, donc vas-y, fais-le. Et l'océan rouge, c'est grosso modo, il y a tout le monde qui est sur le projet, il y a tout le monde qui a eu cette idée. Il y a plein de gens qui sont déjà en train de travailler sur cette même idée. Souvent, les entrepreneurs se disent, oh là là, l'océan bleu, moi j'y vais, il n'y a personne, je suis le premier à avoir eu l'idée, je suis trop fort. Mais en réalité, ce que ça signifie vraiment, ça signifie peut-être qu'il n'y a pas de marché et que s'il n'y a personne dessus, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas de besoin. Et parfois, il vaut mieux se placer en concurrence, là où il y a de la concurrence, plutôt que de faire quelque chose d'extrêmement novateur et de prendre le risque que ça foire. Parfois, il vaut mieux, comme dans mon cas, faire des vidéos de présentation de livres dans un premier temps et ensuite donc se mettre dans une dynamique, dans le mouvement, ou s'obliger à lire, à faire des comptes rendus, à faire des présentations, à essayer de se faire connaître, à se mettre en risque aussi, pour ensuite changer les choses plutôt que de ne rien faire parce qu'on n'a pas trouvé la bonne idée au début. Oui, puis en plus, tout ça, tout ce que tu fais là, c'est-à-dire lire, faire une fiche de lecture, voir comment l'autre écrit, etc., ça va nourrir ta création aussi, parce que tu comprends comment les autres font, tu décortiques, tu analyses, et puis tu te questionnes, tu compares avec ta manière de faire. Exactement. Donc en plus, ça nourrit ton travail. Il y a une double action, quoi. Absolument. C'était d'ailleurs, c'est extrêmement vrai, et surtout qu'en plus, on croit souvent que TikTok, c'est un réseau d'enfants et tout. Moi, quand je fais des vidéos sur des livres, il y a des commentaires très précis. Enfin, il y a des gens qui vraiment s'y connaissent, et parfois bien plus que moi sur certains auteurs, qui me reprennent. Et je me souviens que récemment, j'avais lu Histoire de ma vie de Casanova et tout, j'avais vraiment adoré. Et du coup, je décide d'en parler.
Et je m'étais dit, OK, je vais faire une vidéo. Il y aura 5 vidéos qui vont parler de 5 thèmes différents sur ce livre. Et le premier thème, c'est le mensonge. Je voulais faire un premier thème sur le mensonge parce que Casanova, dans sa vie, outre tout ce qu'il a fait d'incroyable, il a aussi beaucoup menti. Et donc, je m'étais dit, vas-y, je vais le présenter sous un autre angle, sous l'angle du menteur. Je fais cette vidéo, et là, je me prends une levée de bouclier de la part de pas mal de personnes qui me disent que c'est trop faible comme type d'argumentation, que sur tel et tel point, j'ai pas été assez précis et tout. Mais d'un autre côté, les vidéos sont courtes. Enfin, moi, quand je fais des vidéos qui font déjà 4 minutes, il y a peu de gens qui vont jusqu'au bout parce que c'est déjà long pour pour TikTok, ce serait déjà plus pour du YouTube ou du Instagram. Et donc, je me prends cette levée de bouclier, je me dis, bon, OK, bah, j'ai dû relire plein de passages de ce livre-là, améliorer ma vision de livre, de l'œuvre, pour ensuite réécrire une vidéo bien plus conséquente, bien plus fournie, et de la renvoyer sur ce réseau-là pour reprendre des retours qui étaient bien plus positifs. Donc, il y a eu vraiment cet échange, ce moment de partage avec des personnes qui ont écouté ces vidéos et qui me donnent leur retour. Aussi, quand tu es dans un élan créatif, tu es dans le don, finalement. Parce que tu vas donner ce que tu as en toi, tes émotions, tes sentiments, tes réflexions, ta vision du monde. Tout ça, tu vas offrir des choses. Tu vas offrir un bon moment, j'espère, ou un moment horrible, enfin, ça dépend. Mais tu vas offrir quelque chose. Et je pense que, d'une façon générale, pour recevoir, faut essayer de donner. Si tu arrives et que tu veux dire bonjour à quelqu'un et que tu ne lui souris pas, faut pas t'attendre à ce qu'il te sourise en retour, je pense. Donc moi, je pars de ce principe-là où j'essaye de donner un maximum de matière aux gens. J'essaye de donner à réfléchir. J'essaie de donner un avis que je veux, pas nouveau forcément. Tout a été pensé peut-être, hein, je sais pas, mais qui est personnel, que j'ai travaillé. Et qui va aider l'autre personne à mettre son point de vue aussi, ou peut-être à améliorer son point de vue en positif ou pas, tu vois. Enfin, c'est pas que positif ou négatif, mais tu vois, à avoir du grain à moudre dans son moulin, tu vois. Donc moi, je suis vraiment dans cette dynamique-là. Je me dis que je donne. Typiquement là, donc ça c'est sur TikTok, j'ai tous ces contenus-là, ces contenus de création par rapport à des livres qui existent déjà. J'ai aussi pas mal de contenus sur des réflexions sur la littérature. Parce que c'est un peu quelque chose qui me hante tout le temps quand j'écris. Je me dis, est-ce que je suis sur du roman, sur de la littérature? Qu'est-ce qui fait la différence entre un romancier et un écrivain? Est-ce qu'il y en a vraiment une? Je suis un peu sur toutes ces réflexions. C'est en moi tout le temps. Donc, je le partage aussi sur TikTok. Donc, ça trouve moins son public parce que c'est un peu plus poussé. C'est un peu moins pratico-pratique. Sur TikTok, il y a ce truc-là. Il faut connaître le réseau, hein. Il y a ce truc-là de consommation. Donc, les top 5 fonctionnent très bien, ce genre de choses, où tu dis, OK, je vous donne 10 livres à lire qui sont stylés. Et bien ça fonctionne mieux que est-ce que le style de Kundera, il est bien approprié par rapport à son propos. Enfin, c'est tu vois. Donc, mais si tu veux, je suis pas sur TikTok pour parler forcément de toutes les réflexions qu'on peut avoir sur un auteur. Je suis plus là pour donner, et en retour, je reçois autre chose. Et donc, par exemple, tu vois, sur Instagram, je transfère là en ce moment mes vidéos TikTok sur Instagram. Donc déjà, il y a moins d'entrain. C'est pas la même plateforme. Les gens, ils regardent moins ces sujets-là, je pense. C'est plus visuel, Instagram. Donc, je pense qu'il faut adapter son contenu en fonction de la plateforme. Et donc, sur Instagram, en ce moment, je transmets des petits textes que j'écris. Mais c'est des textes que je mets au format Instagram. C'est pas des énormes blocs de texte illisibles que je vais mettre dans le petit carrousel Instagram, dans les petits cubes Insta. J'essaie de faire en sorte que ce soit adapté, que ce soit lisible et que ça apporte quelque chose à la personne qui le lise, qui perd pas son temps. Je pense que quand tu crées du contenu, que ce soit même un livre ou un post Instagram, l'idée c'est la même chose. C'est de faire quelque chose de qualitatif et qui fasse pas perdre leur temps aux gens, bien au contraire, qui leur en fasse gagner. On arrive à la fin de notre conversation. On ira peut-être plus loin une autre fois encore. Il y aura peut-être plusieurs épisodes au fil des mois, on verra. Est-ce que, avant qu'on conclue pour aujourd'hui, il y a quelque chose que tu voudrais dire que tu n'as pas encore dit? Ouais. Tu vois, souvent, autour de soi, on a l'impression que les choses avancent. On a l'impression que les autres ils vivent une vie meilleure que la nôtre parce qu'on est dans une dynamique de comparaison. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui m'a fait passer à l'action, ce qui m'a fait me dire, OK, là, je peux me lancer, enfin, j'ai le droit de me lancer, je m'accorde le droit de me lancer.
c'est aussi de me rendre compte dans quelle situation j'étais. De me rendre compte, de regarder les choses honnêtement, de honnêtement regarder la situation dans laquelle j'étais, de me dire, OK, là, j'en suis là. Je suis pas dos au mur non plus, mais c'est pas une situation qui me plaisait. Comment est-ce que je peux faire pour vraiment être dans l'action? Moi, j'ai pris 2 ans pour me libérer 100% de mon temps, mais j'aurais très bien pu me dire, OK, je prends 1 heure à partir de maintenant. J'ai décidé pour mon bien-être mental, personnel, intellectuel, je vais m'accorder du temps tous les jours, 10 minutes, 15 minutes, peut-être toutes les semaines, un peu plus, pour cette passion, pour me mettre dans cette dynamique, dans ce mouvement-là. Et je pense que moi, si on me l'avait dit avant, si on me l'avait dit, et si on m'avait dit que c'est le mouvement qui me fera me sentir vraiment vivant, je pense que je me serais senti vivre bien plus tôt que maintenant, en fait. C'est une super belle conclusion, quoi. C'est dans le mouvement qu'on est vivant. Ouais. Parce que c'est à la fois une évidence et en même temps pas du tout. Parce que c'est quel mouvement? Tu vois, c'est pas le mouvement du hamster dans sa cage dans lequel on a tendance à être quand on bosse trop ou d'une manière qui ne convient pas. Ça, c'est plutôt de l'agitation que du mouvement, peut-être. Mmh. Et ouais, c'est à chacun de trouver son mouvement avec sa note particulière. Ouais, tout à fait. Merci beaucoup pour cet échange, Antoine. Merci à toi Gaëlle. À bientôt. Si vous voulez en savoir davantage sur Antoine, si vous voulez pouvoir le rejoindre sur Instagram, sur TikTok, lire ses écrits, vous trouverez, comme d'habitude, toutes les informations dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt!